Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Yvan sur la chaîne. Yvan nous parlera de son métier. Donc, je ne vous dis pas plus. Je vais laisser l'occasion à Yvan de se présenter pour nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait comme métier. D'ailleurs, c'est ça qui nous intéresse le plus. Et ses hobbies, comment il a fait pour arriver dans ce métier-là. Bonjour Kevin. Bonjour, Moi c'est Yvan Makembe. Je suis consultant réglementaire, donc ce qu'on appelle regulatory, depuis plus de 4-5 ans aujourd'hui. Ok. Pour rappeler rapidement mon parcours, je sors de la Cato comme toi. L'Université catholique d'Afrique centrale. Okay. Et puis remonter encore plus loin du collège Liberman, où on a eu notre bac dans le même collège, toi en terminale C, moi en terminale B, sciences économiques. Après, j'ai eu une licence en économie de gestion à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Et après ça, je suis venu faire un master en banque finance, Okay. à l'Université de Reims. D'accord. Et donc, après mon université, je suis parti en école de commerce où j'ai fait l'alternance en contrôle, gestion et pilotage d'activité. Ah, ok. Et donc, c'est dans le cadre de mon alternance en fait, que je suis tombé dans la thématique, en fait, la grande thématique de la conformité regulatory. Et aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, j'interviens principalement sur des missions en conformité. Ouais. Ok, bah, très clair parcours. Effectivement, on a eu un parcours commun depuis Liberman, l'Université catholique. Et après, moi de mon côté à Rouen et lui à Reims. Donc, ok, bah, merci. Déjà, bah, du coup, je te remercie d'ailleurs de passer sur la chaîne. C'est un plaisir de te recevoir et de pouvoir partager ton métier avec les différents internautes. À part ça, est-ce que tu as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne travailles pas dans la régulatory conformité? Bon, principal hobby, on va dire à 99,99%. Je pense que tu connais, c'est le foot. Exactement. Autant la pratique que regarder les matchs, me déplacer pour aller dans les stades, aller dans des compétitions, la CAN, l'Euro, les Champions League, championnat français, bref. C'est vraiment mon hobby principal. Depuis qu'on est petit, bah, on a grandi au Cameroun, passionné de foot et tout ça. Mais bon, c'était l'école d'abord. Et on va dire que bon, mes autres hobbies, c'est toujours dans le sport. Donc, je me suis un peu intéressé au tennis. Je fais de la natation. Bon, bref, tout ce qui est sport, même de la course et tout ça. Et après, bon, de temps en temps, d'autres passions que j'ai, c'est peut-être un peu les voyages. Mais bon, c'est pas vraiment... la passion, tu vois, comme on dit souvent dans le série, le voyage, non. Bon, c'est vrai que j'aime découvrir de nouvelles villes, mais c'est pas ma passion principale, mais j'aime bien faire ça, voyager, découvrir de nouvelles villes et aussi passer du temps avec des amis autour d'un pot, le samedi, chiller, voilà, pour déstresser. Donc voilà autour de quoi tournent mes hobbies. Je sais que c'est pas beaucoup, il y a des gens qui c'est déjà ça. Machin. Mais bon, voilà, c'est vraiment les principales choses que j'aime faire dans mon temps libre. En tout cas, l'idée c'est de ne pas avoir que le travail comme source principale du temps qu'on peut passer. Déjà, ça prend énormément de temps dans une journée. Si en dehors de ça, on peut avoir d'autres choses qui nous passionnent, c'est l'idéal. Donc. Ok, bah du coup c'est le foot, 99,99%. Le foot. Ok. Du coup, si on entre en plein dans le sujet, en quoi consiste ton métier? Pour quelqu'un, pour moi d'ailleurs qui ne le connaît pas aussi, peut-être dans certaines mesures, je peux être amené en tant que diplômé d'expertise comptable à y toucher. Mais pour le commun des mortels, c'est quoi ton rôle en fait? Bon, un consultant conformité, c'est quelqu'un qui va accompagner en fait les entreprises du secteur de la banque ou de l'assurance dans leur projet de transformation réglementaire ou de mise en conformité. Donc concrètement, un consultant conformité a, on va dire en gros, peut intervenir de 4 façons chez le client. Moi, j'interviens principalement chez des banques. Donc, je n'interviens pas en assurance ou d'autres prestataires de services d'investissement, mais uniquement les banques. Et les 4 façons dont un consultant conformité peut intervenir, c'est premièrement pour une analyse du dispositif de conformité qui est déjà en place. C'est-à-dire que le client a remarqué qu'il y a des défaillances ou bien il y a des nouvelles réglementations qui sont arrivées, il faut les mettre en pratique dans l'entreprise et donc il fait appel au consultant pour évaluer le dispositif réglementaire
pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de failles et être force de proposition, en fait, pour améliorer son dispositif de sécurité financière, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça peut porter autour de ça. Ça peut porter également sur du contrôle permanent, c'est-à-dire voilà, les contrôles internes et tout ça. La deuxième façon, c'est intervenir de façon opérationnelle. Donc, la première façon, comme je t'ai dit, c'est l'analyse du dispositif. Une sorte de diagnostic, Une sorte de diagnostic. La deuxième façon, c'est d'intervenir de façon opérationnelle, c'est-à-dire que, par exemple, le client a besoin d'un analyste sécurité financière. C'est-à-dire, voilà, il y a besoin de quelqu'un pour analyser les flux au quotidien, les flux de paiement, pour vérifier en fait leur conformité par rapport aux règles et procédures en vigueur dans l'entreprise. Et donc, il fait appel à toi et concrètement, tu intègres en fait une équipe opérationnel. Donc là, tu n'es pas vraiment dans le conseil pur, tu es dans du métier en fait, où tu fais tu es en tant qu'analyste KYC, analyse sécurité financière, tu peux faire des contrôles permanents, du contrôle interne. Donc ça, c'est de façon opérationnelle. Une troisième façon, c'est d'accompagner un client qui souhaite implémenter un nouvel outil de gestion de la conformité. Concrètement, je veux mettre en place un outil de gestion des alertes sécurité financière. Je fais appel à un consultant pour que voilà, il puisse m'accompagner de bout en bout, c'est-à-dire analyser le dispositif existant, regarder les défaillances, mettre en place le nouveau dispositif et participer à la conduite du changement. Donc en gros, voilà, c'est les trois grosses façons dont un consultant conformité peut intervenir. Mais moi, ma spécificité, pour revenir à ce que moi je fais particulièrement, c'est que j'interviens à la fois de façon opérationnelle, donc on va dire 90% de mes missions, c'était de façon opérationnelle. Et aujourd'hui, je suis en train de développer ce côté projet où j'accompagne maintenant les entreprises pour implémenter les nouveaux outils, les nouvelles solutions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de KYC, etc. Donc c'est ça que je fais. Ok. Tout à l'heure, je crois dans la deuxième façon de mettre en place, la deuxième façon de déployer ton rôle, tu as parlé de tracer les transactions. Est-ce que ça veut dire que si par exemple moi je fais un virement à quelqu'un, est-ce que c'est ce type de transaction-là que tu traces pour s'assurer que je ne suis pas en train, je dis n'importe quoi, d'envoyer de l'argent pour financer le terrorisme ou alors pour faire n'importe quoi? En tout cas, pour essayer de blanchir l'argent. Bref, est-ce que c'est ça concrètement que effectivement, c'est ça. Mais bon, pour expliquer un peu ce pan-là du métier en fait de consultant régulatory ou conformité qui intervient de façon opérationnelle, je vais un peu rentrer un peu dans les définitions plus basiques en fait, pour qu'on puisse comprendre en fait d'où vient en fait cette notion de conformité. Complètement. Donc, tu sais, la définition classique de la banque, c'est une entreprise de services financiers qui reçoit les dépôts et qui octroie les crédits. Exactement. Et dans cette activité-là, la banque fait face à plusieurs risques. Donc, on a le risque de crédit, le risque de taux, le risque de marché, etc. Et il y a un risque qu'on appelle le risque de non-conformité ou risque de conformité. Mais bon, je préfère le terme exact de risque de non-conformité. Et pour définir en fait le risque de non-conformité, c'est le risque de sanctions administratives, financières, de perte de l'image, de dégradation de l'image de l'entreprise, dû au fait que l'entreprise ne respecte pas les règles qui sont édictées par les régulateurs du système bancaire. Donc en France, on en a deux gros régulateurs. Bon, il y en a plusieurs, mais on cite principalement deux, que sont l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et l'AMF. Donc, généralement, tu entends souvent les directives, les résolutions, directives MIF 2, la loi Sapin et tout ça. Donc, ça émane de ces deux. Ça peut également venir de l'Assemblée nationale, donc du Code monétaire et financier. Et donc, ces régulateurs-là émettent donc des lois, des règlements, des procédures, des façons de fonctionner. Et pour citer un peu quelques exemples de risques de non-conformité, ou des thématiques qui font partie du risque de non-conformité. Donc, tu entends souvent la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, SCBFT, la lutte contre l'évasion fiscale, où tu entends souvent FATCA, CRS. Exactement. En tout cas, moi, ce sont des sigles qui me parlent parce que je suis dans le domaine, mais... Effectivement, il y a la RSE également, il y a également la protection de la clientèle, la protection des données clients, RGPD, je pense que tu en as entendu parler. Et parmi cette thématique du risque de non-conformité, il y a donc ce qu'on appelle la connaissance client.
Ok, c'est le KYC. C'est le KYC, donc c'est exactement ça. Et en fait, c'est le premier élément de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. D'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas, comme tu parlais d'analyse de flux, je ne peux pas analyser le flux d'un compte sur un client si je ne connais pas déjà ce client. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses sources de revenus et qu'est-ce que lui m'a dit en fait qu'il fait, tu vois. Exactement. Qu'est-ce que lui m'a dit qu'il fait et qu'est-ce que je constate à travers les mouvements de son compte. Donc concrètement, quelqu'un peut te dire qu'il est charpentier, mais du jour au lendemain, tu vois des virements de la NASA. Ah oui. Tu vois un peu que c'est contradictoire, tu vois un peu. Que tu as donc voilà, c'est exactement ce que ça signifie. Donc le KYC, Know Your Customer. Donc c'est une obligation réglementaire qui est édictée par les autorités, donc par les régulateurs, qui oblige les banques et tous les prestataires de services d'investissement à avoir une connaissance actualisée de leurs clients, de mettre en place des diligences adaptées au niveau du risque de chaque client, de telle en sorte qu'au moment d'analyser les flux de paiement qui passent sur les comptes du client, que je puisse savoir qui il est et d'avoir une analyse appropriée en fonction du niveau du risque que j'ai donné au client. Donc concrètement, c'est un peu ça. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on procède. Si moi, je suis client d'une banque, parce que quasi tout le monde est client d'une banque. Exactement. Est-ce que les diligences qu'on met en œuvre, les diligences de KYC qu'on met en œuvre pour me connaître, moi en tant que modestement citoyen lambda qui entre-temps produit des vidéos sur YouTube, d'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je ne sais pas, Vladimir Poutine par exemple, je ne sais pas quel grand de ce monde. Est-ce que c'est la même? En fait, qu'est-ce qui diffère entre ces deux profils qui forcément ne sont pas les mêmes en fait? Ouais. Donc, en fait, le KYC, donc la connaissance client, intervient à 3 niveaux de la vie du client dans l'entreprise. Donc, concrètement, à l'entrée en relation, donc dès le moment où je pense que tu connais quand tu ouvres un compte en banque, il y a un certain nombre de questions qu'on te pose, de documents qu'on te demande d'envoyer et tout ça. Généralement, les gens remplissent les questionnaires sans savoir que ces éléments tournent dans une moulinette qui font en sorte qu'on t'attribue un niveau de risque en fonction des réponses que tu as données. Et donc, généralement, à l'entrée en relation, on va te demander ta pièce d'identité. Donc, on va t'identifier déjà. On va contrôler la validité de ta pièce d'identité. On va te demander pourquoi tu veux ouvrir un compte. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton niveau de revenu? Est-ce que tu peux nous donner les bulletins de salaire, tout ça? Où est-ce que tu habites? Généralement, les gens remplissent souvent ça, mais ils ne savent pas que ça rentre dans le calcul de ton risque. Tu vois un peu qu'est-ce que tu fais. Et comme tu expliquais tout à l'heure, si toi, citoyen lambda, généralement, nous, on va être honnête, généralement, toutes les personnes qui travaillent de façon normale, l'étudiant qui a fini, a trouvé son travail, on a un niveau de risque très faible. Donc, ça s'appelle le risque faible ou risque low. Et généralement, les personnes, comme tu as cité Vladimir Poutine, ça c'est un cas extrême parce que lui, il est personne politiquement exposée. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi cette... Donc, toi qui vas venir ouvrir ton compte, donc si je prends ton exemple, avec tous les renseignements que tu vas donner sur ton patrimoine immobilier, patrimoine financier, patrimoine foncier, le fonctionnement de ton compte et tout ça, généralement, nous, on a un niveau de risque faible, on va dire, à 90% des cas de ce que je vois depuis que je travaille dans le KYC. Et tu as d'autres personnes, en fonction, par exemple, de là où il habite, s'il est résident, par exemple, dans un pays à risque, par exemple, il est résident en Iran ou un résident au Nigeria. Donc, en fait, le niveau de risque, il y a certains éléments qui tournent en fait dans une matrice qui permettent d'attribuer le risque, d'attribuer le risque final à ton client en fait, à l'entrée en relation. Donc quelqu'un qui habite au Nigeria, il aura un niveau peut-être de risque médium, donc moyen, et quelqu'un qui est peut-être résident en Syrie. Donc ça, j'étais pris juste pour l'analyse géographique. Il y a plusieurs critères, qui rentrent en jeu, plusieurs critères, même en fonction du type de produit financier que tu détiens, ça peut changer ton niveau de risque. Et le niveau de risque, pour finir, en fait, c'est, comme je t'ai dit, il y a low, donc faible, médium, moyen, et high qui est haut. Et le low, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu ouvres ton compte dans une banque et qu'on t'attribue le risque low sur ton dossier KYC, au bout de 5 ans, ton banquier a l'obligation de faire une révision de ton dossier KYC pour voir si effectivement ça rien n'a n'a changé, machin, truc. Toujours... Pour le médium, c'est 3 ans. Pour le high, c'est 1 an.
Ok, d'accord. Et Bon à savoir. pour les PPE, généralement Ouais. aussi, c'est 1 an parce qu'eux, ils sont high ou c'est très high. PPE, généralement. c'est Donc, personne politiquement exposée. Ok. Et dans la... C'est vrai que c'est un peu long, mais bon. Non, non, vaut mieux Mais comme c'est ça. un métier vraiment qui est passionnant, tu vois. Genre, je suis tombé dedans par hasard et je me suis passionné depuis 5 ans. Et je voulais finir pour dire que généralement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a les RCA, donc les Relative Close Associates. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es marié, bon, on va prendre un exemple, c'est fictif. Voilà, Aujourd'hui, tu as un niveau de ok. risque low, Low. faible, parce Ok. que bon, tu t'en sais où tu travailles, ton revenu, machin, truc, ton patrimoine et tout ça. Et demain, tu te maries à la fille d'Emmanuel Macron, Ah oui. qui lui est personne politiquement Ouais, exposée. exposé. Tu seras personne politiquement Oui, exposée par contagion. Ouais, par association. Ok. Ouais, Exactement. forcément. Et ton niveau de risque va donc passer à high, et tous les ans, tu auras une révision de ton ok, dossier de une mise à connaissances jour clients. de ta connaissance. Ok, bah effectivement, c'est très clair. Mais effectivement, pour la personne lambda, tout cela, c'est un peu neutre parce que quand tu veux ouvrir un compte, Ouais. en plus, là, aujourd'hui, c'est tellement facile d'ouvrir un compte en ligne ou alors même dans une institution financière qui a pignon sur rue. Exactement. On ne pense pas à ça, on ne pense pas à toute la mécanique qui est Qui est derrière. derrière. C'est vrai que là, on voit le rôle important que la banque a en fait dans le système de contrôle, on va dire, de ce qui peut être légal ou alors illégal Exactement. dans Non, l'économie. mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la banque a une obligation de moyens, pas de résultats. pas de résultats. C'est-à-dire que la banque a l'obligation de mettre ses diligences en œuvre. Mais toi, tu peux très bien mentir à la banque. Aussi. Sauf que le jour où le régulateur va venir faire un contrôle, il va te dire, toi tu vas lui dire, bah effectivement, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il habitait en France, qu'il travaillait chez le roi Merlin. Et voilà, j'ai les documents justificatifs que j'ai demandé, il m'a donné. Mais dans les contrôles, on se rend compte qu'il habite en Syrie et que c'est le beau-frère de Ben Laden. Tu vois, donc là, la banque ne peut rien faire, Là, tu vois. clairement. Et pour aboutir, pour aller dans cette perspective-là, généralement, tu entends souvent qu'il y a des sanctions. Oui. Genre BNP, je crois que c'était la BNP sanction reçu, la plus médiatisée. Aux États-Unis, non? Aux États-Unis, mais là-bas, c'était plus pour la réglementation FATCA. Ok. Mais ici en Europe, je crois en 2017, ils ont été sanctionnés, 2016 ou 2017, de 10 millions d'euros pour une défaillance sur le dispositif de déclaration de soupçons. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par le métier de la conformité, je le dis, vous pouvez aller sur le site de l'ACPR, de la commission des sanctions. Vous allez voir la liste des sanctions. C'est public. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs banques. C'est vrai qu'on entend souvent Société Générale, machin, truc. Mais il y a plusieurs banques qui sont sanctionnées au quotidien pour des défaillances sur leur système de connaissances clients, de déclaration de soupçons, d'analyse du traitement des opérations financières, de la réglementation FATCA. Surtout que les États-Unis, eux, ils frappent dur, tu vois. Oui, ça donc, ça rigole pas. ça ne rigole pas. Donc voilà un peu pourquoi on a donc besoin des consultants dans ce domaine de la conformité. Et c'est pour ça que le sujet est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Ouais. Ok. En fait, plus tu parles, plus tu vois qu'il y a finalement assez de similitudes avec le métier que je fais, enfin avec le métier, avec l'expert comptable, vu que je suis diplômé d'expertise comptable, et c'est aussi un peu ça le point focal de la chaîne. C'est que lorsque tu es expert comptable, tu as aussi une obligation de vigilance sur les problématiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, enfin le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et tu parlais tout à l'heure de déclaration de soupçons à Tracfin, j'imagine que c'est Tracfin l'organisme. Pareil, l'expert comptable ou le commissaire au compte, il a aussi cette obligation de déclaration s'il soupçonne une activité illicite ou bizarre, parce qu'il a aussi un rôle, autant la banque a un rôle central dans l'économie, parce que pour faire des transactions aujourd'hui, c'est compliqué de travailler sans une banque. Et du coup, la banque devient assez centrale dans l'économie. Autant l'expert comptable, lui qui tient la comptabilité. La comptabilité, comme je le dis tout le temps, c'est le seul moyen de transcrire les transactions qui peuvent avoir lieu dans une société. Du coup, l'expert comptable, il est aussi au cœur du truc parce qu'il voit passer des trucs dans la compta qu'il tient. Si c'est pas lui que le mec qui veut blanchir son argent passe, il est forcément impliqué d'une manière ou d'une autre, ou alors il a accès à une information. Voilà. Et aussi, peut aussi être engagé s'il ne met pas en place un certain nombre de choses. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses. Mais du coup, si on reste sur la déclaration de soupçon, quand est-ce que il faut déclarer un soupçon et comment est-ce que ça se passe? À qui on déclare ce soupçon-là? Est-ce que lorsqu'on fait cette déclaration, notre client
est au courant? Quel est un peu le système? Le principe, c'est que le client ne doit pas être au courant Oui. d'une déclaration de soupçon qui est faite sur son compte. Et généralement, pour prendre des exemples avant d'expliquer, vous entendez souvent qu'il y a eu des clôtures de compte. On a clôturé le compte de Marine Le Pen, on a clôturé machin truc, sans que la banque n'a pas obligation de te donner des explications. Parce qu'une fois qu'elle a fait son rapport, donc sa déclaration de soupçon, et qui est confirmée par Tracfin, elle a l'obligation de mettre un terme à la relation commerciale qu'elle avait avec toi. Vu que Tracfin, c'est Tracfin, j'imagine. C'est Tracfin maintenant qui va récupérer en fait tous les données de ton compte client. Donc, juste avant la fermeture du compte, et tout ça se passe, mais toi, tu fais ta vie normalement, ton compte fonctionne et tout. Mais voilà, toi, tu n'es pas au courant. Et donc, pour revenir un peu à la déclaration de soupçon, bon, moi, en tant qu'analyste KYC, quand j'interviens de façon opérationnelle, il m'est jamais arrivé de faire des déclarations de soupçon parce que c'est le service sécurité financière, en fait. Donc, c'est on va dire, le contrôle de niveau 2. Parce que nous, on est en contrôle de niveau 1, on va dire. Et c'est le contrôle de niveau 2. Généralement, c'est des experts, en fait, qui rédigent les déclarations de soupçon. On peut faire ce qu'on appelle les fiches de pré-déclaration de soupçon, en fait. Qu'est-ce qui nous a amené à transférer le dossier au contrôle de niveau 2. Concrètement, je fais une recertification d'un compte. Je me rends compte que, par exemple, sur un compte entreprise d'une brasserie, je me rends compte que tous les jours, il fait des dépôts espèces, par exemple, de 2000 €. Tous les jours. Et généralement, bon, ce que les gens ne savent pas, c'est que les banquiers peuvent être amenés à aller sur le terrain inspecter. Inspecter pour voir. Donc, parfois, on se déplaçait pour aller dans un bar. Tu l'as déjà fait ça? Ah si. Ah, si. Il est intéressant ton métier. Si. On se dirait dans une brigade policière qui va sur le terrain. Et... C'est pour ça que les gens, après coup, ils se demandent comment la banque a su. Tu vois. Pas l'info. Mais voilà, parfois on se déplaçait dans des cafés. Et tu restes là, tu vois le trafic. Le flux. Bon, généralement aussi, on a des informations que tu retrouves sur des bases de données bien spécifiques. Hein. Genre, un café qui est implanté, par exemple, à Colombes, combien en moyenne de chiffre d'affaires par jour il peut faire. Et généralement, quand tu vois le compte, tu te dis, on te dit en moyenne, dans ce quartier, il peut faire peut-être 5 000 €, 10 000 €. Mais il dépose 6 000 € d'espèces et il déclare peut-être 18 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc ça attire l'attention. Et généralement, quand tu essaies de regarder, tu te rends compte qu'effectivement, c'est des déclarations à blanc. Tu vois, il fait tourner la caisse à zéro, juste pour mettre des chiffres et tout. Mais il dépose de l'argent en espèces. Donc là, je fais ma pré-déclaration de soupçon que j'envoie au contrôle de niveau 2. Et c'est eux maintenant qui adressent la déclaration de soupçon directement à Tracfin. D'accord. Donc, tout ce qui est coiffeur, brasserie. Ce sont des métiers un peu à risque. En tout cas, c'est des entreprises qui sont vraiment très contrôlées. Très contrôlées. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est très contrôlé. Mais pour revenir au niveau, par exemple, de la personne physique, on peut être amené à faire des déclarations de soupçon, généralement sur ce qu'on appelle la tontine. Ah bon? Ok. Bon, c'est vrai que de moins en moins ça se fait parce que les banques ont compris en fait que c'est une activité, que les gens généralement ils se mettent en association. Ce qu'on conseille, c'est d'ouvrir un compte association. Pour être plus légal parce que sur le plan du droit, il n'y a que l'établissement financier qui est chargé de recevoir les dépôts et d'octroyer des crédits. Or, l'activité de tontine, c'est exactement ça. C'est exactement l'activité de banque. Donc, en fait, tu fais une activité de banque en parallèle. Et pour raconter quelques anecdotes, donc quand j'étais chez... ça concerne les Camerounais parce que vous m'avez beaucoup mis dans la merde. Quand j'étais analyste KYC chez BNP Paribas, il y avait... à chaque fois qu'on voyait un compte, en fait, généralement, tu vois, les tontines, chaque année, c'est pratiquement le même montant. Et quand tu fais une recertification KYC, tu analyses le fonctionnement du compte sur peut-être 2 ans ou 3 ans glissants. Et généralement, il y a souvent au milieu de l'année où quelqu'un qui a un salaire de 2 000 €, on voit 10 000 € tomber sur son compte, virement PayPal, machin, truc. Et généralement, mes autres collègues analystes KYC me disaient, encore un Camerounais. Ils étaient habitués. Ils étaient déjà habitués, tu vois. Avant, généralement, on demandait les justificatifs. Et je pense que ça continue quand même chez les banques traditionnelles. Beaucoup moins les banques en ligne. Mais les banques traditionnelles et Boursorama aussi ils dérangent beaucoup là-dessus. Et généralement, ils te demandent le justificatif de cet argent. Parce que c'est considéré comme un don
sur le plan juridique. Ok. Et le don doit être déclaré Ouais, aux pour impôts. être taxé, j'imagine. Exactement. En Et fonction vu des- que la des banque sommes a et une tout. obligation en fait de contrôle des fonds, la banque généralement va te demander en fin d'année comment dire, ta fiche d'imposition Fiche pour voir d'imposition. effectivement si tu as reporté ce Si tu as montant-là. déclaré ça Si tu as déclaré comme ce étant un montant-là. don. D'accord. Donc, Ok, les bah. Camerounais, faites attention. Attention. Trouvez bien vos motifs, cherchez les justificatifs même au pays et tout ça. Ah, ok, Voilà, ok. mais- Bah, effectivement, c'est vraiment passionnant. Plus on parle, plus on a envie de creuser, on a envie d'aller d'aller un peu plus dans les détails. En plus, tu as des anecdotes, tu as une expérience qui fait que forcément, tu as envie de savoir, de comprendre j'en ai- du comment, le pourquoi. En fait, c'est comme ça que ça se passe En back-office. En back-office et tout. Mais, ok, c'est vachement intéressant. Et du coup, là, on a parlé de Tracfin, LCBFT. Du coup, comment toi, tu t'es retrouvé à faire ça? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire lorsque tu es arrivé en France en disant, Ah, non. en faisant ton master en banque et finance? Non, Peut-être tu non. voulais être, je sais pas, Non, banquier, non. Ouais, bah oui, je voulais banquier être d'affaires, je sais pas, chez Rothschild, je sais Exactement. pas. Je voulais être banquier d'affaires en banque privée et tout, voilà, vendre mes produits financiers, prendre mes pourcentages et tout et tout. Et comme je te disais, pendant mon alternance, j'étais chez Barclays, donc une banque privée. Ok. Et j'étais chargé de faire des tableaux de bord pour la direction générale, de suivi des opérations lab. En fait, c'est comme ça que ça Ouais. commence. Donc, de suivi des opérations lab, des recertifications KYC, des indicateurs qui permettaient à la direction générale en fait de dire à tel peut-être conseiller que bon là, effectivement, tu es en retard sur le traitement de tes Ok. opérations lab. Là, tu n'as pas fait tel nombre de KYC et tout ça. Et Barclays a été racheté par un fonds d'investissement et Barclays est devenu Mileis aujourd'hui, donc Ok. Mileis banque privée. Et c'est au moment donc de la refonte en fait des services et tout ça où mon manager m'a dit bah effectivement est-ce que ça ne t'intéresse pas de faire plus que des tableaux de bord, ouais. tu vois, parce que même en faisant des tableaux de bord tu dois comprendre en Je fait comprends, ouais. parce que les chiffres que tu remontes, il faut que tu comprennes à quoi ça renvoie Ce la que ça veut dire, SCDFT, machin simplement. truc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de faire De du faire contrôle. ça. Et je suis tombé là-dessus. C'est vrai que en termes de prérequis, je n'avais pas beaucoup. Parce que, Oui, justement, c'est intéressant Voilà, de savoir c'est- qu'est-ce qu'il faut comme prérequis. Est-ce qu'il y a un parcours type pour Ouais. finir dans ça, en fait? en termes de prérequis, vraiment, il faut avoir une bonne connaissance du droit. Ok. Une bonne connaissance réglementaire, des réglementations, des lois. En fait, c'est pour ça qu'il y a souvent ce qu'on appelle la veille réglementaire. Oui, la veille réglementaire, Généralement, tout à fait. dans beaucoup de cabinets de conseil, il y a souvent des personnes dédiées à la Dédiées veille à ça. réglementaire, même dans les entreprises de banque et tout, parce que la réglementation évolue beaucoup. À part ça, bon, si tu as une bonne formation en finance et tout ça, pour comprendre les opérations financières, Ouais. bon, là, c'est devrait suffire. quand même un gros prérequis, tu vois, genre comprendre vente immobilière, comment ça se passe, les trucs comme ça. À part ça, non, je pense que c'est tout, hein. Donc, bonne formation en finance, contrôle de gestion, contrôle interne, voire audit, Ouais. et un bon socle en droit, réglementation, tout ce qui est réglementation et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la conformité. Et j'ai fait tous les métiers de la conformité. Ouais. J'ai fait la sécurité financière, j'ai fait du KYC, j'ai fait du contrôle permanent. Bon, là, je sais même plus ce que je fais encore là-dedans. Ok, bah, c'est effectivement. Et du coup, là, aujourd'hui, tu es dans ce comment métier consultant dans un cabinet de conseil dont tes clients, enfin, tu te déplaces pour le Ouais. compte de ton cabinet de conseil pour Exactement. aller chez les clients. Ok, et là, ça fait à peu près 4-5 Ouais, ans. ça fait que 4 ans. 4 ans que tu as. Ok. Et du coup, c'est quoi les perspectives pour. Bon, comme je te disais au départ, vu mon expérience déjà quand j'ai commencé à rentrer dans cette thématique de la conformité, j'étais opérationnel en fait, c'était pendant mon alternance. Et mes premières missions, donc, c'était vraiment des missions opérationnelles. Et aujourd'hui, j'essaye de développer dans la partie projet, Ouais. parce que vraiment, c'est très important dans le monde du conseil de savoir marcher sur les deux pieds, tu vois. Autant savoir de façon opérationnelle donc le métier, mais il faut avoir voilà, ton côté projet où si on te dit voilà, est-ce que tu peux être chef de projet pour le déploiement d'un outil,
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tu dois savoir quel est le rôle d'un chef de projet, comprendre comment parler avec la MOE, être l'intermédiaire entre la MOE et le métier, comment bien reporter un besoin métier, suivre les développements, faire de la conduite du changement, faire les tests. Donc ça, c'est vraiment le côté que je développe aujourd'hui. C'est un peu une sorte de assistant d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage. Ok, bah, effectivement, c'est très intéressant. Bah là, comme je disais encore, c'est vraiment passionnant. On parle et on creuse des éléments. Je pense que pour une première vidéo avec Yvan, on peut s'arrêter là. Et je pense que ça mériterait une deuxième vidéo où on se focaliserait un peu plus sur certaines thématiques. Ah oui, par exemple, déclaration à soupçon, tu nous as parlé de la tontine pour les Camerounais qui nous écoutent, de ce qu'il faut savoir sur la façon dont on contrôle en fait ces comptes-là qui sont utilisés. Il y a plein de choses qu'on peut aborder. Et comme je pense que ça mérite à minimum une autre vidéo pour aller un peu plus de détails. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as un mot pour terminer. Non, merci déjà d'être venu aujourd'hui, t'intéresser au métier de la conformité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur LinkedIn pour me dire, bon voilà, j'ai trouvé une alternance, je cherche un stage en conformité. À quoi ça renvoie? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très développé. Même quand j'ai fait mon master en banque, c'était pas encore des thématiques. C'est vraiment à partir des sanctions qu'il y a eu chez BNP, la Société Générale, parce que c'était des sanctions énormes, que les gens commençaient à vraiment, même les banques, à vraiment mettre la pression pour dire là, il faut mettre un peu plus de moyens pour ne faire ce type de sanctions. Exactement. Et donc là, c'est vraiment un métier très passionnant. Parfois, ça devient un peu monotone. Mais quand tu fais tous les éléments de la conformité, donc sécurité financière, KYC, FATCA, CRS, RSE, donc là, vraiment, En fait, ta fiche de poste évolue. Ça évolue. Effectivement, bien entendu, si tu fais la même chose depuis plusieurs années, ça devient rébarbatif. Exactement. Tu ne gagnes rien. Et ce qui change aussi, c'est en fonction par exemple pour les opérations de KYC, donc connaissance client dont je te parlais, il y a généralement, on va dire 3 types. Il y a le KYC que l'on fait chez les particuliers, donc comme on expliquait tout à l'heure. Il y a maintenant au niveau des grandes entreprises. Donc là, on peut faire 4 vidéos ici parce que tout ce qui est notion de bénéficiaire effectif, je pense que tu connais les montages, les trusts, les machins trucs. Donc ça, c'est un autre monde. J'ai fait ça pendant 3 ans et je te promets que c'est vraiment du gros challenge. Parce que là, c'est vraiment des grosses opérations financières où les entreprises sont vraiment... Parce que comme... bon, c'est vrai qu'on est dans la fin, mais comme je te dis, il y a tellement d'anecdotes là-dessus. Les opérations lab, généralement, il y a des outils d'analyse des opérations financières. Bon, là, on a parlé entre particuliers où, bon, voilà, tu m'envoies 1 000 euros, 2 000 euros, généralement, ça ne signale pas. Ça ne signale pas, c'est pas dans les radars. Mais imagine une banque, peut-être une banque, c'est pas Suez, qui doit acheter peut-être des turbines aux États-Unis, ça c'est des milliards d'euros et tout ça. Et l'opération, elle passe dans un outil qui va détecter. En disant, attention, peut-être il va détecter au niveau du montant. En fait, il y a plusieurs critères pour détecter une opération dans cet outil-là. Et l'entreprise de l'autre côté attend son argent. Donc, imagine si c'est une opération douteuse où tu dois faire une analyse, tu la bloques. Le temps de faire l'analyse. Le temps de faire l'analyse. Et généralement, tu vois, c'est pour ça que les gens voient souvent les opérations financières qui sont dans leur compte. Ça met en cours ou en attente. Il s'est dit, mais pourquoi la banque? Parce que non, il y a quelqu'un derrière qui est en train de faire l'analyse, qui doit vérifier le donneur d'ordre, le bénéficiaire effectif, l'objet de la transaction. Donc, il y a une grosse opération d'analyse qui est faite derrière. Donc, c'est pour ça que pour le KYC des entreprises, je pense que c'est... il nous faut une prochaine vidéo. Et peut-être même pas une seule, peut-être même plusieurs. Et encore, il y a le KYC en banque privée. Parce qu'on a parlé de nous, bon, les banques des particuliers comme nous. Bon, je ne sais pas si tu es en banque privée. Bon, non, si un particulier. Mais bon, pas encore. Banque privée, voilà, c'est la gestion de fortune et tout ça. Donc, les gens qui ont des gros patrimoines financiers, des gros patrimoines immobiliers et tout ça. Donc, là également, c'est une autre façon d'analyse, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok, en tout cas, là, j'espère que du coup, ces personnes qui t'écrivent, ou alors d'autres personnes même qui ne connaissaient pas le métier vont le découvrir, seront curieux et peut-être passionnés comme toi, tu l'es.
ça s'est vu pendant ces quelques minutes qu'on a pu passer. Bah, du coup, si cette thématique, si ces éléments vous intéressent de façon particulière, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, si vous avez des questions sur le parcours d'Yvan de façon précise. On est allé peut-être un peu trop vite parce que ça reste une vidéo, on ne peut pas faire 2 heures, 3 heures de vidéo. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et faites tourner aussi la vidéo. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais qui est intéressé par le métier. Il y a Yvan qui est notre référent conformité, KYC, tout ce que vous voulez. Je vais le meilleur référent, mais bon, je connais quand même un peu. C'est une bonne porte d'entrée. Comme Samuel Eto'o disait, je connais quand même un peu. Et là, ça me fait penser que même les notions de GAFI, on n'a pas abordé. Oui, exactement. C'est tellement vaste que... C'est tellement vaste ce truc. En tout cas, voilà, tout est dit. On ne peut que finir sur cette note. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Elle est vraiment super intéressante. Moi, j'ai appris énormément d'éléments. Il y a des notions que je connaissais, mais dans les détails, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des pouces bleus. Ça m'aide énormément et ça me permet aussi de continuer à faire ce type d'interview qui j'imagine susciteront de l'intérêt pour vous. Sur ce, ciao!